effectivement, je crois que vous avez bien posé le problème. Je veux dire, nous avons connu en Afrique une période, je dirais, d'abord de forte expansion dans les années 60. Il faut quand même le rappeler. C'est toute croissance très remarquable dans les années 60. Et puis, une période qui a coïncidé avec, je dirais, les deux crises pétrolières de 73-78, dans lesquelles l'Afrique s'est quand même enfoncée dans une stagnation et des crises successives qui n'ont pas été, je dirais, forcément améliorées par les programmes d'ajustement structurel qui se sont succédés dans le continent. Il y aura beaucoup à dire d'ailleurs sur ces programmes d'ajustement structurel, on peut en parler tout à l'heure. Et la vision à la fin des années 90 était extrêmement pessimiste sur l'Afrique. D'ailleurs, c'est l'époque de la pessimisme. Je vous rappelle le titre non seulement le titre, mais la couverture du magazine britannique The Economist qui titrait les Hopeless Continents. Ça datait de janvier 2001, d'ailleurs, de janvier ou de février 2001. D'ailleurs, ils s'étaient complètement trompés parce que c'est juste au moment où survenait le retour de monde. Donc, ils auraient été obligés de faire leurs excuses plaintes là-dessus. Et effectivement, l'Afrique a connu un virage tout à fait remarquable à partir de l'an 2000, en gros, au début des années 2000, avec des taux de croissance donc, de 6% en moyenne, c'est assez remarquable. Et surtout pour certains pays, des taux de croissance exceptionnels de l'ordre de 9, 10, 11%, qui effectivement nous font rêver, nous autres Français, avec nos 0,1, nos 0,2, etc., de croissance. Alors, en fait, quelques mots peut-être sur la genèse de ce bouquin avant de vous présenter un peu mon PowerPoint. Si vous voulez, moi je me suis spécialisé, pas tellement sur les questions africaines, je me suis spécialisé sur les problèmes des pays qui sont en crise, qui sortent de crise, qui retournent dans les crises, etc. Donc j'ai voulu vraiment travailler sur la problématique de l'aide dans ces pays qui en fait ne sont pas aidés parce qu'on ne sait pas trop comment les aider. Et quand on les aide, l'argent a tendance à disparaître sans donner beaucoup de résultats. Donc ça m'a paru un défi particulièrement intéressant. Et quand j'ai pris ma retraite de l'AED en 2005, je me suis penché là-dessus et j'ai travaillé comme consultant dans une douzaine de pays, tout en enseignant à Sciences Po, pour, je dirais, approfondir un sujet qui me passionnait depuis déjà très longtemps. Et je dirais, au bout de 10 ans de travail de ce genre-là, j'ai essayé de communiquer quelques-unes de mes conclusions aux responsables français de l'aide au développement, aux diplomates, aux responsables politiques français. Et j'avoue que j'ai été un peu effaré de leur total désintérêt pour ces sujets-là. Je leur expliquais que l'Afrique, bon, il y avait des succès, mais aussi il y avait beaucoup de fragilité, que si on ne faisait pas attention et si on n'apportait pas un certain type d'appui, ça pouvait très facilement déraper. Alors je croyais, parce que j'avais beaucoup d'amis dans la technostructure française, j'avais des copains qui étaient directeurs de cabinet, ministre des Finances, du ministère des Affaires étrangères, etc. Je pensais arriver à faire passer mes idées relativement facilement, et pas du tout. Donc moi j'ai bien compris pourquoi, parce que j'ai moi-même fait du cabinet autrefois, c'est que quand on est au cabinet, je dirais, réfléchir au-delà de la semaine qui vient, c'est quand même très difficile. Donc je ne m'en veux pas trop, c'est la façon dont ça fonctionne en France, c'est quand même un peu triste. Mais je veux dire que j'ai quand même été très effaré de la façon dont l'aide internationale travaille dans ce type de situation, dans ce type de pays. J'ai suivi très attentivement de janvier 2002 à tout récemment ce qui se passe en Afghanistan. J'ai vu l'aide internationale se planter véritablement en Afghanistan, c'est-à-dire faire plus de mal que bien, en gros, et devenir une partie du problème au lieu d'être la solution. Et je me suis dit qu'avec la connaissance que j'avais acquise du Sahel, j'ai vécu 10 ans au Sahel dans les années, fin des années 70, début des années 80, je me suis dit que si on abordait les questions du Sahel qui se posent problème, on va en parler tout de suite, de la même façon qu'on les a abordées en Afghanistan, les résultats risquaient d'être extrêmement dramatiques et catastrophiques. Et faute de pouvoir me faire entendre des autorités politiques françaises qui ont toujours un truc plus urgent à faire et qui sont sur une logique qui est assez différente, c'est-à-dire l'aide au développement, bon, c'est la charité publique, on a nos pauvres, donc il faut bien donner quelque chose, mais on ne s'occupe pas trop d'efficacité de tout cela. Et donc, après avoir essayé de convaincre un certain nombre de ministres de la coopération et du développement successifs de mes thèses, avoir échoué lamentablement avec, enfin, en février 2013, je vais proposer
une démarche totalement différente pour intervenir en termes d'aide au développement au Mali. Je me suis énervé, je me suis dit je vais faire un bouquin, je vais faire en sorte qu'on en parle et je vais faire un bouquin un peu polémique pour que ça ne passe pas inaperçu au-dessus de certains bouquins un peu techniques, il faut dire, antérieurs. Donc voilà l'origine de ce bouquin, je voulais secouer la classe politique française, je voulais faire appel aussi à l'opinion publique française, et je crois que j'ai quand même pas mal de répondants actuellement, ça commence à bouger un petit peu les lignes au niveau du château. Et puis, je voulais en profiter aussi pour secouer un peu mes amis africains. J'ai quand même énormément d'amis africains pour avoir voyagé pas mal dans ce continent. Et leur dire que oui, il y a des taux de croissance qui sont remarquables, mais ça règle pas tous les problèmes, il faut faire très attention. Parce qu'il y a aussi des défis, des risques et des précipices qui vous entourent, et que rien, je dirais, n'est déterminé. On peut très bien naviguer habilement et surmonter les difficultés, mais il faut bien les identifier et bien y réfléchir. Donc je crois que c'est à ça que je dirais est destiné ce bouquin. Et le résumé que je vais vous en faire avec ce petit PowerPoint est destiné non pas à vous asséner un certain nombre de vérités absolues, mais à vous aider à réfléchir, à prendre conscience de certaines difficultés, de certains problèmes qui sont encore devant la vie. Voilà. Donc, si vous voulez, je vais maintenant passer un peu à la présentation de la PowerPoint, parce que je pense que je vous le disais, et que je vous le disais tout à l'heure, l'Afrique, ça va beaucoup mieux, hein, c'est pas la même chose qu'il y a 15 ans. Donc, on voit des taux de croissance évidemment qui n'ont rien à voir avec les taux de croissance européens. On voit des investissements étrangers qui sont colossaux, les indicateurs sociaux sont meilleurs, la démocratie progresse comme vous le disiez vous-même, on a une petite classe moyenne qui se met en place. Et pour les investisseurs étrangers, en particulier les investisseurs français, je veux dire, je suis administrateur judiciaire, eh bien, l'Afrique, c'est un peu la nouvelle frontière où les taux de profit sont quand même nettement supérieurs à ceux qui peuvent être en Europe. Alors, quel est le problème en fin de compte et de quoi c'est sûr? Le problème, c'est qu'évidemment, il y a un certain nombre d'événements qui sont arrivés, je les sais tous, il y a Bamako, le Gao, ça, il y en a d'autres encore. Et on s'inquiète évidemment de la multiplication des actes de terrorisme en Afrique, c'est un problème, mais finalement, ce type d'attentat, il s'est frappé Bruxelles hier, Paris. En fait, aucun pays, aucune ville n'est à l'abri de ce type de phénomène. Donc je ne pense pas qu'il faille non plus y porter une attention excessive. Il faut y porter attention, parce qu'évidemment, à chaque fois, il y a des morts, des blessés, c'est affreux, mais je veux dire, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que Bruxelles a été attaquée hier que la situation en Belgique, c'est la situation de l'Afghanistan. Mais ce qui me paraît quand même plus inquiétant, ce sont les phénomènes de très grande inégalité régionale et sociale à travers le continent. Alors, on a une Afrique qui gagne, on sait bien qu'il y a des taux de croissance de l'ordre de 9-10%. Et puis, évidemment, il y en a une autre qui ne gagne pas. Quand on reprend la Centrafrique, évidemment, c'est une situation qui n'a rien à voir. Mais ce que je veux quand même souligner, c'est que même dans l'Afrique qui est riche, qui se développe très vite, qui a une classe moyenne, je dirais, qui s'étend, on a quand même des zones qui sont vraiment abandonnées à elles-mêmes, qui sont déshéritées. Et puis, ce qui est nouveau quand même, depuis une décennie, c'est que certaines de ces zones, finalement, elles ne se contentent pas d'être comme ça oubliées dans un coin, elles se révoltent et on finit par avoir un développement de la sécurité qui devient extrêmement problématique. Et dans ce contexte-là, on ne voit pas vraiment, je dirais, d'approche cohérente, globale, qui permette de sortir de ce type de situation, sortir de ce type de crise. Et la preuve, c'est quand on prend le cas du Nigeria, qui est quand même le pays le plus riche, le plus puissant au niveau de l'Afrique subsaharienne, on voit bien que depuis 15 ans, je veux dire, Boko Haram est toujours là, occupe une région de la taille de la Belgique, et puis a épuisé jusqu'à 2014 l'armée nigériane. Et donc, c'est quand même, on voit bien qu'il y a des sujets quand même qui sont tout à fait étonnants. Or, le cas du Nigeria, ce n'est pas un cas exceptionnel. On s'aperçoit aussi que, quand on prend le cas du Kenya, qui est également en très forte croissance, avec une classe moyenne qui se développe très vite, bon, eh bien, il y a toute une région du nord-est, et puis toute la côte de l'océan Indien. Et bien, non seulement les étrangers ne peuvent plus y aller, mais l'administration kenyane n'ose plus y aller, de peur de se faire kidnapper ou massacrer par les Shebabs.
Alors, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de zones, un certain nombre de régions qui se comportent finalement comme des cancers, et je crois que l'analogie est assez juste dans la mesure où ces zones expédient des métastases autour d'elles, et quand ces métastases tombent dans des pays qui sont très structurés, très organisés, bon, finalement, dans un corps sain, elles sont résorbées, elles disparaissent. Mais quand ces métastases tombent dans des pays qui sont eux-mêmes assez déstructurés, mal gérés ou en difficulté pour des raisons ou pour d'autres, eh bien, ça risque de se transformer en véritable cancer. Alors, ces métastases, c'est quoi? C'est le terrorisme dont on a parlé tout à l'heure. C'est aussi l'immigration massive, c'est aussi les armes qui circulent, c'est la drogue qui circule, c'est les otages qui sont enlevés, donc il y a beaucoup de choses. Sachant que c'est jamais des situations désespérées dans la mesure où, comme je le disais, les pays qui ont de bonnes défenses immunitaires eh bien, arrivent très bien à se débarrasser de ça, quitte à les envoyer chez les voisins, comme l'a fait l'Ouganda avec l'armée de résistance du Seigneur. Alors, il y a un autre sujet qui doit quand même un peu nous préoccuper. Moi, je rentre de Bamako, j'ai fait 15 jours, et moi, ce qui m'a frappé dans la Bamako, c'est que, bon, d'abord, le processus de paix est quand même largement enlisé. La gouvernance, il y a quand même encore des choses qui se passent qui ne sont pas tout à fait correctes. Mais c'est surtout la perte du sentiment d'urgence qui m'a frappé, dans la mesure où, finalement, oui, il y a des événements qui se déroulent dans le Nord, c'est bien embêtant, mais on a d'autres problèmes. Et finalement, bon, l'attaque du Radisson, c'est embêtant, mais bon, c'est quand même pas très très grave. Cette perte du sentiment d'urgence m'a rappelé ce que j'ai vu à Kaboul dans les années 2002-2003, où, en fin de compte, les habitants disaient à Kaboul, les Américains sont venus, ils nous ont débarrassé des talibans, bon débarras, on va maintenant pouvoir recommencer les affaires comme d'habitude. Alors, encore une fois, je ne veux pas dire que le Mali ou le Sahel, c'est l'Afghanistan. Hein. Il y a des différences culturelles, historiques, géographiques qui sont absolument colossales. La situation n'a rien d'aussi grave au Sahel qu'en Afghanistan, mais je rappelle aussi que la situation en Afghanistan en 2002, elle n'était pas si dramatique que ça. Hein. Je veux dire, en termes de sécurité, en 2002-2003, je me suis baladé dans tout le pays, j'ai dormi dans les villages, dans la plus grande tranquillité, avec éventuels moutons quand j'arrivais dans le village. Donc, je veux dire, les choses ne sont pas si simples et n'étaient pas si dramatiques que ça en Afghanistan quand on se retourne en arrière et quand on regarde 12, 13 ou 14 ans en arrière. Alors évidemment, c'est un peu gonflé de comparer l'Afghanistan et les pays Sahel. Les paysages ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y en a où il y a de la neige, et d'autres où franchement il n'y a pas de neige. Mais moi, ce qui me frappe quand même le plus, c'est les problèmes de la montée de la sécurité au Sahel. Et cette montée de la sécurité devient quand même problématique parce que quand vous regardez les cartes qui sont publiées maintenant tous les 6 mois par les affaires étrangères en France, vous voyez des taches rouges qui s'étendent de plus en plus depuis 3-4 ans et qui signifient que dans toute la partie rouge, eh bien, les affaires étrangères nous déconseillent plus que vivement de circuler. Et dans les zones roses, ils nous disent écoutez, circulez en prenant les précautions et évitez d'y aller si vous n'avez pas des affaires de genre à y faire. Ça me rappelle un petit peu la façon dans les années 2002, 2006, 2007. Et la carte de l'Afghanistan qui était jaune comme ça, elle s'est mise à rougir. Et puis, de plus en plus, je dirais, la zone jaune s'est rétrécie autour de quelques villes essentielles. Et on s'est trouvé comme ça avec une carte toute rouge. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que le Burkina, qui est un pays quand même considérable, extrêmement stable, tranquille et tout, eh bien, on voit que la carte publiée par les affaires étrangères, tout le nord-nord-est, au bord de la frontière avec le Mali, bah non, il ne faut pas y aller. Et c'est quand même assez surprenant. J'étais à Niamey en mai dernier. Je vais faire mes salam alek ambassadeurs qui se doit pour tous les visiteurs de ce genre. Et l'ambassadeur de Mali, et surtout, ne sortait pas de la ville. J'ai interdit aux Français de sortir de la ville de Niamey. Et ça m'a rappelé ce que m'avait dit l'ambassadeur de Kaboul, de France à Kaboul, il y a la même chose il y a 7 ans, en me disant pas question de sortir de Kaboul. Bon, je n'avais pas tenu compte de ses amis, ses injonctions. Je comprends que l'ambassadeur de France je dirais, à Niamey, il n'avait pas envie de courir après les otages, etc. Mais tout ça, c'était quand même des trucs qui étaient un peu... Ce sont des signaux qui ne sont pas tous. Alors,
Allons un petit peu plus dans une analyse un peu plus sérieuse. Moi, ce qui me frappe, c'est que quand on compare un pays comme l'Afghanistan, un pays ou une région comme le Sahel, il y a un premier point qui frappe, c'est l'impasse démographique. À savoir qu'on a des taux de croissance démographique qui sont absolument colossaux, et surtout quand vous regardez, les courbes qui sont présentées là, ces courbes, ce sont les courbes de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants femmes en moyenne dans différents pays au cours des années. On s'aperçoit quand vous voyez les courbes qui descendent, là, plutôt en bleu, que tous les pays du Maghreb, en fait, sont en train d'achever ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire une situation dans laquelle le nombre d'enfants par femme revient en moyenne autour de 2, 2,5. Donc que ce soit l'Algérie, la Libye, le Maroc, on en est là. Pour la Tunisie, on est à une situation qui est très proche de la situation française, à pratiquement 2 enfants par femme en moyenne. Donc ces pays ont réglé leur transition démographique. Et quand on voit les trois courbes du haut, d'ailleurs ces courbes ressemblent plus à des plaques, il y a Niger, Tchad, Mali. Il n'y a pratiquement pas eu d'évolution depuis les années 60, début des années 60-70. Donc il n'y a même pas eu l'amorce d'une transition démographique. Ça veut dire que la population double en gros tous les 18-20 ans. Et ça veut dire que même si des mesures très sévères sont prises en termes de régulation démographique, eh bien, vu l'inertie des phénomènes, on voit bien qu'il faut 25-30 ans pour que ça se passe. De toute façon, on aura une population très très importante au Sahel. Alors, quelques chiffres quand même pour donner une idée. Je prends le cas du Niger. Moi, je m'attache beaucoup au Niger. J'ai passé 5 ans comme directeur de l'AFD au Niger dans les années 80. Et ce pays avait 3 millions d'habitants en indépendance. Il en avait 7, 8 quand je travaillais là-bas. Aujourd'hui, il en a 20. Dans 20 ans, il en aura entre 42 et 45. Et 42 si on met en œuvre des politiques antinatalistes, et 45 si on fait rien. Et c'est quand même parce qu'en 2050, c'est dans 35 ans. Moi, j'étais au Niger il y a 35 ans, donc c'est quand même pas quelque chose de si loin que cela. Il devrait avoir 89 millions d'habitants. Vous allez me dire, mais après tout, c'est un pays qui est à 2 fois la taille de la France. Pourquoi pas 89 millions d'habitants? Le problème, c'est que 8% de la superficie est propice à l'agriculture. On voit bien qu'il y a quand même des problèmes de limites physiques qui vont très vite se poser dans un pays comme le Niger, mais aussi dans un pays comme le Mali, comme le Burkina, etc. Donc on voit qu'on a un problème démographique, et ce problème démographique est analogue en Afghanistan. C'est-à-dire dans ce pays-là, en Afghanistan, on a aussi des problèmes de taux de croissance démographique qui coïncident également avec la faiblesse des ressources agricoles. Donc moi, ce qui me frappe également, je dirais, au Sahel, je vous montre un petit peu une carte des zones de culture en vert, etc., sur la carte du haut, c'est que les systèmes agraires actuels n'ont pratiquement pas bougé depuis 40 ans, sauf dans les périphéries immédiates des villes. Et en gros, au-delà de jusqu'à 40 habitants au kilomètre carré, ça marche très bien. C'était des systèmes qui étaient très adaptés avec des systèmes de longue jachère. Ça marchait bien. Mais quand on dépasse à peu près 40, 45, 50 habitants au kilomètre carré, on commence à réduire les temps de jachère et à consommer, je dirais, le capital foncier. C'est-à-dire qu'on épuise les sols beaucoup plus rapidement que ça peut se reconstituer. Or, la densité qu'on trouve dans une bonne partie des pays sahéliens, en particulier dans les pays de la zone agricole, tourne autour de 150 habitants par kilomètre carré. Ça veut dire que ces pays sont entrés dans un cycle qui conduit à une dégradation du potentiel foncier sans changement de pratique agraire. Voilà. Pourquoi il n'y a pas de changement des pratiques agraires? Alors que partout dans le monde, on a vu, je dirais, la densification de la population se combiner avec une intensification agricole, tout simplement parce que les choses vont trop vite, d'une part. En Europe occidentale, lorsque cette intensification agricole s'est développée sur un siècle, au cours du 19e et au début du 20e siècle, le taux de croissance démographique était de 0,3-0,4%. Là, on a des taux de croissance de la démographie agricole autour de 3%. Les choses vont trop vite. Et d'autre part, pour que l'intensification se mette en route, que les pratiques agricoles changent radicalement, il faut des politiques appropriées, il faut des investissements publics, il faut que les investissements privés soient rentables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut également des routes rurales qui fonctionnent, il faut des marchés qui sont organisés, il faut des magasins de stockage. Bref, il faut beaucoup de choses qui manquent, qui ne sont pas réalisées, suite de choix budgétaires sur place. Alors, il y a un point qui est particulièrement inquiétant, c'est que le réchauffement climatique
va accentuer ce type de problème. Alors, 2 mots sur le réchauffement climatique. Vous savez, il y a des bagarres pas possibles entre les experts en matière de réchauffement climatique. Sur l'impact du réchauffement climatique au Sahel, ça ne manque pas. Il y en a qui disent en fait il va pleuvoir de façon beaucoup plus importante, d'autres qui disent ça va dépendre des régions. Mais il y a un point sur lequel tous les experts sont d'accord, c'est que dans la bande rouge qui apparaît dans la carte du bas, il va y avoir une instabilité climatique beaucoup plus importante que dans le actuellement. Autrement dit, il y aura peut-être plus de pluie, on ne sait pas encore très bien, mais ces pluies sont mal réparties, sont plus violentes et vont avoir tendance plutôt à lessiver les semis. Et donc, les risques sont à brève échéance d'avoir des pertes de rendement de l'ordre de 15 à 1% pour le sorgho, pour le mil, plutôt, ils sont importants. Or, le réchauffement climatique en Europe, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on voit à échéance de 2100. Donc, ce qui fait qu'en ce moment, en France, les gens s'en fichent, on profite. Au Sahel, les choses vont aller beaucoup plus vite. Les 2 degrés d'augmentation de température, on les estime qu'ils vont arriver dans les 20 ans qui viennent. Et d'ici 35-40 ans, on ne sait pas si ce sera 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés, mais on sait que l'impact sera beaucoup plus important qu'il ne sera en Europe ou dans les pays comme l'Amérique du Nord. Alors évidemment, quand on a une agriculture qui campagne, comme c'est le cas, et qu'on a une population rurale en forte croissance, eh bien, il y a une misère rurale qui est quand même dramatique. Moi, je vous donne un chiffre quand même qui est assez fantastique, c'est qu'au Niger, mais la situation au Tchad et au Mali est la même, c'est que seulement 0,2% de la population rurale a accès à l'électricité. C'est quand même quelque chose d'invraisemblable au XXIe siècle. D'autre part, en termes de développement industriel, il faut être réaliste, rien. Il n'y a rien pour des raisons objectives. Il n'y a rien parce que ces pays sont enclavés, les coûts des facteurs sont beaucoup plus élevés. Et puis comme il n'y a rien, je dirais, l'environnement des affaires n'est pas fameux. Alors rien, c'est beaucoup dire, parce que vous avez des complexes miniers, vous avez de l'uranium en Niger, vous avez du pétrole au Tchad, vous avez de l'or un peu partout, mais ces actions, ce type d'activité crée très peu d'emplois. Et donc, avec tout cela, on a non pas un chômage, parce qu'il n'y a pas vraiment du chômage en Afrique où les gens sont obligés de travailler pour survivre, mais il y a un sous-emploi colossal qui est généralisé et qui devient de plus en plus inquiétant dans la mesure où on a des cohortes de jeunes, on a une pyramide des âges complètement aplatie, et on a des cohortes de jeunes qui arrivent, qui sont de plus en plus nombreuses. Au Niger, qui est un pays quand même particulièrement en difficulté, on a 240 000 jeunes qui arrivent tous les ans sur le marché de l'emploi. Ça me rappelle un peu le cas de l'Afghanistan où la cohorte actuelle est peut-être 100 000. Mais au Niger, dans 20 ans, les démographes sont capables de vous calculer de façon extrêmement précise la cohorte des jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi, c'est 576 000, donc elle va plus que doubler. Donc on voit tout de suite qu'il y a un problème d'emploi qui va se poser dans ce type de situation, sachant qu'au Mali, la situation est pareille. Donc Mali plus Niger, je dirais aujourd'hui, on a pratiquement un demi-million de jeunes qui arrivent sur le marché. Si on ajoute le Tchad et le Burkina, on est à 750 000. Et je dirais, et dans 20 ans, c'est 1,5 million, ou plus d'1,5 million de jeunes qui vont arriver tous les ans sur le marché de l'emploi dans ces pays où l'agriculture est en panne, l'industrie il n'y en a pas, les services, je dirais, se développent de façon extrêmement lente, ou bien ne créent que très peu d'emplois, les services à haute technologie en particulier. Donc il y a d'autres phénomènes moi, qui me paraissent inquiétants. C'est que comme en Afghanistan, les fractures ethniques et religieuses qu'on pensait voir disparaître avec le temps, eh bien, tendent plutôt à s'approfondir. Vous avez un très beau film qui est le film Timbuktu, certains d'entre vous l'ont certainement vu. Eh bien, on voit bien que pour des broutilles, il y a une vache qui va brouter effectivement les salades d'un paysan. Eh bien, cette affaire se termine à coups de revolver et par l'exécution de l'éleveur grand. Tout ça parce que finalement, on a en particulier une dissémination des armes. Moi, j'ai suivi une migration nomade quand j'étais au Niger. Eh bien, les gens, ils avaient des bâtons, hein, et puis ils avaient des épées. Et donc, s'il y avait des arcs et des flèches, s'il y avait vraiment une bagarre, au pire, on menaçait avec l'épée, et puis on menaçait avec l'arc et les flèches. Bon. Maintenant, ils ont tous des calaches, il ne faut pas se faire d'illusions. Et puis, autre élément très inquiétant, c'est que dans une grande partie des pays sahéliens, pas dans tous, mais un pays comme le Niger, c'est typique, le nord du Tchad, c'est la même chose, on a
On avait un islam soufiste qui était extrêmement tolérant et qui, maintenant, cet islam extrêmement tolérant se substitue à un islam radical qui devient, je dirais, général pour des raisons multiples qu'on pourra évoquer tout à l'heure, mais qui pose problème. Et moi, j'étais très frappé par un entretien que j'ai eu avec le recteur de l'université de N'Djamena il y a quelques semaines, qui me disait, en gros, il n'y a plus que les vieux comme nous qui sont soufistes, et tous les jeunes sont dans les campagnes, sont radicaux. Et tout ça se combine également à une situation dans laquelle les institutions publiques, en particulier tout ce qui est appareil régalien, l'armée, la gendarmerie, la police, la justice, tout ça a une très très grande faiblesse. Dès qu'on sort des villes, il n'y a pratiquement plus rien. Il y a bien 3 gendarmes, mais leur voiture est en panne depuis 6 mois, leur mobilette n'a pas d'essence. Et donc l'État est finalement absent de beaucoup de zones qui sont des zones périphériques. Et comme il n'y a pas de région qui ne soit soumise à un contrôle, je dirais, à un pouvoir quelconque, je dirais, dans ces pays, dans ces zones périphériques, l'État est absent, finalement, on a d'autres systèmes de pouvoir qui se mettent en place, qui sont des systèmes de type mafieux, où la justice et la police sont assurées par ce qu'on appelle les hommes forts, ceux qui ont les armes, et puis, finalement, ces hommes forts, pour avoir les armes et pour assurer leur pouvoir, ils s'appuient sur une économie illicite qui sont les trafics. Alors, on connaît tous les trafics historiques du Sahel, mais aujourd'hui, le gros business, c'est quand même les migrants et puis la cocaïne qui arrive d'Amérique latine. C'est la carte que vous avez en haut à gauche. Donc là, ça rappelle un petit peu le système de l'économie de l'opium en Afghanistan, qui représente un des grands postes de l'économie locale. Quand on regarde en même temps l'environnement régional est de plus en plus préoccupant. Vous prenez le Tchad, vous avez au nord la Libye, on sait ce qui s'y passe. À l'est du Soudan viennent de temps en temps des colonnes rebelles. Il y en a une en 2008 qui est arrivée jusqu'aux portes du palais du président Déby. Toute la frontière avec la Centrafrique a quand même beaucoup de sécurité. Et puis le plus grave, c'est évidemment Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, que vous voyez, je dirais, Boko Haram qui crée de la sécurité dans toute la région du Tchad et du sud de Nigeria. Quand on prend le cas du Niger, si vous voulez, les choses ne se passent pas mieux pour le Niger. Je veux dire, c'est même plus inquiétant encore. Le Niger a une toute petite force armée en termes d'effectifs par rapport au Tchad. Et cette petite force armée s'épuise entre des affrontements avec des djihadistes qui arrivent de Libye pour transiter vers le Mali et vers la Mauritanie. Je dirais, toute la sécurité de la région de Kidal qui se déverse encore une fois dans la région de Maradi et de Tawa. Et puis surtout la grande inquiétude du Niger, c'est Boko Haram, parce que ce sont les mêmes groupes ethniques, les mêmes familles qui sont d'un côté et de l'autre de la frontière. Et la véritable angoisse des responsables politiques, c'est que Boko Haram déborde véritablement sur le Niger et il crée des problèmes. Alors, ce qui me paraît important sur le point sur lequel je voudrais insister, c'est que moi j'ai fait une analyse des dépenses militaires au Niger. C'est que, je dirais, pour soutenir le niveau de dépenses militaires qui est nécessaire pour assurer la sécurité tant bien que mal, et de façon plutôt mal que bien, le Niger est obligé de rogner sur ses dépenses de développement. C'est-à-dire il fait moins de dépenses en matière de développement agricole, moins de dépenses sur les dépenses sociales, tout ceci pour financer ces dépenses de sécurité qui sont incontournables. Donc tout ceci conduit en fait le Niger, mais ça conduit certainement le Tchad, l'effondrement des cours du pétrole et le Mali, parce que la situation macroéconomique du Mali n'est pas très différente, à une impasse budgétaire sécuritaire. Donc il y a un vrai problème de ce côté-là. Or toute cette zone-là entre dans une zone de turbulence considérable, parce qu'on voit bien la Libye qui est en train d'imploser, Daesh qui s'installe là-bas, qui va essayer de contrôler le pétrole, qui va essayer de déstabiliser la Tunisie, et puis déstabiliser le Niger et le Mali. Dans ce contexte-là, le problème de fond que l'on retrouve, c'est le problème que l'on trouve en Afghanistan et qui explique, je dirais, la situation dramatique de l'Afghanistan. Parce que le problème de l'Afghanistan, c'est qu'on a une vision de l'Afghanistan avec des barbus partout, etc., qui sont des excités. C'est pas ça, ce sont des jeunes ruraux, sans aucun espoir de s'insérer dans l'économie agricole, parce qu'il n'y a plus de boulot dans l'économie agricole, sans aucun espoir de travailler en ville, parce qu'il n'y a plus de boulot en ville. Ils cherchent à partir de l'extérieur,
et puis s'ils veulent rester sur place, on fait compte que deux options, hein, c'est s'insérer dans les réseaux de la drogue, parce que là c'est dangereux, mais au moins ça rapporte, ou bien, je dirais, rentrer véritablement dans les groupes djihadistes, chez les talibans, etc. Parce que là, ça paye bien. Si vous voulez, en Afghanistan, poser une mine télécommandée et la faire sauter, ça vous rapporte 150 $, c'est-à-dire l'équivalent de 3 mois de salaire. Donc, d'ailleurs, ça vaut quand même le coup. Et les tarifs qu'on m'a annoncés en ce qui concerne le Sahel sont tellement élevés que je n'ose même pas les citer. Donc, on voit bien qu'il y a quand même des gros problèmes. Alors, là, j'aborde simplement, je dirais, mon argumentation vis-à-vis des autorités politiques françaises, c'est que je rappelais aux autorités politiques françaises qu'ils ont fait quoi au niveau du Sahel? Eh bien, ils ont mobilisé les moyens militaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont ça sous la main. Et puis c'est vrai qu'au Mali, il ne fallait peut-être pas trop traîner. Mais en même temps, c'est pas parce que la France a 4000 hommes dispersés dans le nord du Sahel qu'elle va pouvoir assurer la sécurité dans une zone qui représente entre 6 fois et 8 fois la superficie de la France. Donc il faut bien comprendre que tout ce que peut faire la force Barkhane, c'est un peu de renseignement, et puis quelques coups de poing de temps en temps, comme le faisaient les Américains d'ailleurs finalement en Afghanistan, où ils avaient complètement renoncé à contrôler l'espace afghan. Et quand on regarde, je dirais, au niveau de la caisse à outils des pays occidentaux, si ces pays occidentaux veulent essayer d'aider à la stabilisation du Sahel, de quoi disposent-ils? Ben, finalement, il n'y a guère que l'aide internationale qui peut faire quelque chose. Alors, évidemment, l'aide internationale, c'est devenu marginal dans les pays comme la Côte d'Ivoire, les pays comme le Nigeria, les pays qui se développent très rapidement. Mais dans les pays comme les pays sahéliens, je veux dire, ça représente des montants qui sont très, très importants. Hein, on peut considérer que dans beaucoup de pays sahéliens, c'est 60 à 90% des budgets d'investissement, c'est environ 10% des PIB. Et si ces ressources étaient bien gérées, bien employées, bon, ça peut quand même avoir un impact. Quand on travaille avec 10% du PIB, d'argent extérieur, on pourrait faire des choses qui sont intéressantes. Par contre, quand vous regardez, je dirais, le cas de l'Afghanistan, c'est quand même un point qui doit faire réfléchir les responsables sahéliens, c'est que l'Afghanistan a de loin été le pays le plus aidé au monde. Il a touché certaines années des montants d'aide globale qui dépassaient son PIB et qui, pour la seule aide au développement, a dépassé 50% du PIB. Alors, tout ça pour quel résultat? Alors, le résultat, je rappelle rapidement, c'est que la coalition occidentale avait 3 grands objectifs en Afghanistan. Un, de ramener la stabilité et la sécurité. Bon, l'insécurité en Afghanistan n'a jamais été pire qu'aujourd'hui depuis le début des années 80. Deuxième objectif, c'était amener la démocratie, une démocratie pacifiée. La démocratie était totalement manipulée en Afghanistan. Pour vous donner un exemple, c'est que les résultats de la dernière élection présidentielle n'ont toujours pas été publiés. Donc il y a eu un deal pour que l'un des candidats soit désigné président de la République, mais je dirais les élections ont été une honte. Il y avait 2 millions de voix en trop par rapport aux décomptes possibles. Et enfin, l'économie a connu des taux de croissance fabuleux, parce que l'économie afghane elle a triplé depuis l'arrivée des Américains en 2001 jusqu'à 2013-2014. Elle a eu des taux de croissance de l'ordre de 9, 10, 11% par an. Mais aujourd'hui que les Occidentaux sont partis, tout est effondré, parce que c'était une économie qui était fondée sur l'activité militaire et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, Daesh s'implante. Moi, j'ai un chiffre récent, 1000 passeports sont délivrés chaque jour à des jeunes Afghans qui partent à l'étranger. Et même un des prix de Nobel économique qui dit qu'il faut arrêter d'aller, il faut cesser d'aider ce type de pays. Alors, ce qui est important quand je parle de l'Afghanistan, c'est pas de dire, bon, il y a des différences et le milieu culturel n'est pas le même, etc. C'est qu'il y a quand même des leçons au niveau des modes d'intervention occidentaux et en matière d'aide. Il y a une première leçon qui peut être tirée, c'est que dans les pays en crise grave, la sécurité, c'est vraiment un problème de fond. Je rappelle qu'en 2002, 2003, 2004, moi je me baladais en toute tranquillité partout en Afghanistan, y compris dans des zones, quelquefois des zones d'insurrection terribles. Et puis d'un seul coup, je dirais, la sécurité s'est répandue comme une traînée de feu. Et puis cette insécurité n'a pas pu être maîtrisée malgré l'arrivée de 150 000 troupes occidentales, dont plus de 110 000 Américains qui étaient quand même relativement bien équipés. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que les forces étrangères dans un milieu culturellement très différent sont très très rapidement perçues comme des forces d'occupation. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'elles font des bêtises en termes de comportement culturel. Elles font des bêtises aussi parce que pour éviter de se faire tuer du monde, elles utilisent l'artillerie ou l'aviation de façon excessive. Ça tue des innocents. Donc tout ceci ne débouche pas sur une sécurité accrue, au contraire. Et on s'aperçoit que ce qu'il faut pour restaurer la sécurité, c'est construire ou consolider l'ensemble des institutions régaliennes nationales. L'institution régalienne, c'est quoi? C'est l'armée, c'est la police, c'est la gendarmerie, c'est l'administration territoriale, c'est la justice. Donc il y a tout un ensemble d'institutions nationales qu'il faut consolider et qui seules peuvent, je dirais, restaurer la sécurité. Si on essaie de faire ça avec une troupe extérieure, on est parti pour la gloire et pour l'échec. Alors, premier point qui est inquiétant, c'est que la restauration et la consolidation de ces institutions régaliennes ne relèvent pas des responsabilités des grandes agences d'aide internationale. Donc on s'aperçoit que les institutions qui ont d'argent pour intervenir dans les pays qui sont en difficulté, eh bien finalement ne sont pas habilitées à intervenir sur un domaine qui est pourtant un domaine prioritaire à primordial. Alors je fais un petit bémol pour l'Union européenne, l'Union européenne essaie de s'initialiser ces questions-là, mais malheureusement l'Union européenne n'a pas une expérience bien sérieuse dans ce domaine et tout ce qu'elle fait est souvent bien contestable. Et finalement on s'aperçoit que ce sont les bilatéraux qui auraient les capacités techniques de le faire, mais ils n'en ont pas toujours les ressources. Alors, deuxième point, je dérape sur mon timing, mais je peux accélérer s'il faut. Deuxièmement, donc, si vous voulez, il faut donc que l'aide internationale et que les puissances occidentales se penchent sur le problème de la restauration de la sécurité dans les pays sahéliens, sachant que les aides internationales actuellement n'ont pas le droit de le faire, mais mettons qu'il faille s'en occuper. Pourquoi, après tout, le contribuable européen devrait payer pour financer une partie des frais de l'armée, de la gendarmerie, de la police, etc., dans les pays sahéliens? Pour une raison d'abord économique très simple, c'est que la sécurité dans un espace gigantesque comme le Sahel, eh bien cette sécurité, je dirais, c'est un bien public mondial. Et par là même, ça justifie une mutualisation des coûts. Et il paraît tout à fait normal de ne pas demander à des pays qui ont une base économique très faible, comme le Niger ou le Mali, donc une base fiscale très faible, de payer pour assurer, je dirais, un bien public mondial. Deuxièmement, c'est que ça coûte beaucoup moins cher. Je veux dire, un GI dans l'Afghanistan, ça coûtait $1 million par an. Bon, un soldat afghan, ça coûtait un centième de ça. Et au Sahel, c'est la même chose. Et puis, le troisième point, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution efficace. On a essayé les autres et ça ne marche pas. Donc, on peut s'apercevoir que sur ce plan-là, on a un problème. Deuxième leçon, c'est que les agences d'aide qui travaillent, qui interviennent dans ces pays en difficulté, finalement, elles ne savent pas travailler dans ces pays-là. Parce que pendant 20 ans, 30 ans, on a demandé de travailler dans les pays qui étaient bien gérés. Et elles ne savent pas travailler dans les pays qui sont en difficulté, parce que ces pays sont souvent mal gérés. Et finalement, on s'aperçoit que leur logiciel est inadapté, leurs priorités ne sont pas adaptées, elles travaillent d'une façon extrêmement désordonnée. Je dis simplement qu'il n'y a pas une stratégie des bailleurs de fonds au Sahel aujourd'hui. J'en ai trouvé 7, on en a compté 7 avec une unité. On voit bien que c'est quand même un peu le bazar. Et ensuite, il y a toute une liste de points que je n'ai pas le temps pour développer, mais on voit bien en particulier que les zones où on demande, où on intervient, ce sont les zones d'insécurité. Pourquoi? Parce que les militaires sont en difficulté et ils demandent aux développeurs de venir leur donner un coup de main. Alors, s'il y a une chose que les développeurs ne savent pas faire, c'est faire du développement dans une zone où il y a vraiment une insécurité catastrophique. Alors, je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Rassurez-vous, j'arrive à la fin de mon exposé. Je vais vous donner un exemple. Je dis les priorités des bailleurs de fonds sont inadaptées. Tout simplement parce que les bailleurs de fonds se calent sur les fameux objectifs mondiaux du développement, les OMD, maintenant vont se caler sur les ODD. Or, je dirais, ça ne correspond pas aux urgences qui se posent dans les pays en difficulté, en particulier les pays du Sahel en difficulté. Dans ces pays, il faut faire quoi? Il faut reconstruire l'appareil d'État, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va falloir de façon très urgente créer des emplois de façon massive. Et ça veut dire qu'il faut travailler de façon très importante dans le secteur du développement rural. Secteur qui est oublié par les budgets
budgets nationaux, secteur qui est oublié par les bailleurs de fonds extérieurs. Il faut travailler sur la formation technique de base, qui est toujours le mal-aimé, je dirais, de l'enseignement de base. Il faut travailler sur la transition démographique. Personne ne peut s'interroger à ça. Je sais que c'est difficile, mais il va quand même bien falloir s'en occuper. Je vais vous donner deux exemples. Quand on regarde le cas d'Afghanistan, sur la période qui va de 2002 à 2007, qui est la seule période où l'aide pouvait intervenir de façon utile. Après, il y avait trop d'insécurité, trop de problèmes, etc. Eh bien, j'ai calculé que 5% de l'aide effectivement décaissée est allée au secteur agricole, alors que ça faisait vivre, ce secteur fait vivre 80% de la population. Donc, on vous dit qu'il y a quand même un problème de désaccord entre ce qu'on met dans le secteur agricole et puis, je dirais, l'importance que ça peut avoir pour la population. Donc j'ai eu la mauvaise idée d'aller regarder sur les 3,4 milliards d'euros qu'on a promis au Mali en octobre dernier, combien allait à l'agriculture et au secteur pastoral. J'ai trouvé moins que ça, j'ai trouvé 3,7%. Donc on retombe, si vous voulez, dans le cadre de l'aide au Mali, dans le cadre de l'aide au Sahel, dans tous les travers finalement, qu'on a trouvés et qui ont conduit à un désastre en Afghanistan. Alors, pour répondre à une question qui va être posée certainement, je préfère la présenter. Oui, vous parlez du Sahel, le Sahel c'est un problème, bon, le Sahel c'est pas toute l'Afrique, etc. On ne l'imagine pas. Un Sahel qui implose comme aujourd'hui l'Afghanistan implose. Je raisonne à échelle de 10 ans, on n'est pas là pour l'année prochaine ou pour dans 3 ans, mais supposons qu'on continue business as usual au Sahel. Les chances d'une implosion du Sahel sont très grandes, surtout avec la présence de Daesh, de la Libye, qui va créer un bazar population dans toute la région. Eh bien, les échanges, je dirais, d'hommes, les échanges d'idées, les échanges de marchandises, la circulation des biens, de tout ça à travers tout l'espace de l'Afrique occidentale, eh bien, du Sahel aux pays côtiers sont tels qu'on n'imagine pas les pays côtiers en bonne santé avec un Sahel qui implose complètement. On aura le même impact, si vous voulez, que la Libye qui implose sur les pays comme le Niger ou le Tchad. Donc, et quand on dit également que si vous voulez, c'est une population qui croît trop vite au Sahel, va finalement se transporter dans les pays côtiers, comme elle l'a fait depuis 40 ans, je dis attention, l'Afrique de ces pays côtiers n'est plus l'espace vide qu'il était il y a 40 ans ou il y a 50 ans. C'est que l'arrivée des migrants crée aujourd'hui des problèmes je dirais, ethniques, fonciers, politiques, qui proviennent d'un accueil extrêmement difficile. Alors, je rappelle quand même une chose, c'est que quelques faits démographiques, la population de la Côte d'Ivoire a été multipliée par 7,5 depuis l'indépendance. Si on applique ce ratio-là à la France devrait avoir une population supérieure à celle des États-Unis. Imaginez qui serait passé en France si on avait 350 millions d'habitants. Donc, croire que les Nigérias vont pouvoir se glisser dans la masse du Nigeria, qui aura en 2050 entre 380 et 400 millions d'habitants, ça suppose que le Nigeria a une croissance industrielle à la chinoise que je ne vois pas dans la mesure où, par exemple, l'industrie textile du Nigeria, qui employait 350 000 personnes il y a 20 ans, on emploie 10 fois moins aujourd'hui. Donc on a des processus en même temps de désindustrialisation dans certains pays, malgré les taux de croissance très très élevés, qui sont en contradiction avec les problèmes démographiques. Bon, que peut faire la France pour le Sahel? Bon, bah, c'est mon plaidoyer que je fais vis-à-vis, c'est, je veux dire, il ne faut pas se contenter de bombarder les djihadistes, parce qu'on a en fait un baril de poudre qui va produire des djihadistes à une vitesse très supérieure à laquelle on pourra, soi-disant, les neutraliser. Donc il faut s'occuper d'un certain nombre de points qui ne sont pas traités par les grandes agences d'aide internationale, mais sur lesquels il va falloir il faudrait que l'aide française puisse intervenir. Le malheur, c'est qu'elle n'a plus un sou pour des raisons multiples. Ça, on pourra revenir un peu là-dessus parce que je ne veux pas trop m'attarder. J'explique simplement que cette histoire qu'on n'a plus un sou, c'est simplement un problème de mauvais choix d'allocation budgétaire au sein des budgets de l'aide au développement. Et là-dessus, je pourrais revenir un tout petit peu là-dessus. Alors, en conclusion, moi, je pense que le Sahel et l'Afrique de l'Ouest sont face à un risque géopolitique majeur. Il y a un potentiel considérable, à la fois agricole, industriel, etc., dans toute cette région. Mais je dirais, tant qu'on ne s'occupe pas sérieusement des paysans dans les zones déshéritées,
Tant que les appareils d'État ne sont pas consolidés, eh bien, les risques de diffusion de cancers tels que ceux de Boko Haram, même si Boko Haram est en train de prendre des coups sur la tête actuellement, fait que c'est certainement pas l'armée française qui va ramener la sécurité dans ces régions. Et donc je dis attention, ceux-là de l'opération Barkhane sont embarqués dans une drôle d'opération.